Bonjour à tous, je propose que l'on démarre et les quelques retardataires nous rejoindront au fil de l'eau. À nouveau, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Donc, l'idée est de passer une petite heure ou plus selon les besoins sur le sujet de la cybersécurité, donc dédié aux établissements sanitaires. Donc, le présent webinaire, il est organisé par l'ARS et par le Cézanne, et il s'est tenu sur ce même format deux fois, en décembre et en janvier. Euh, voilà pour le rappel. Une petite précision concernant la technique. Veillez s'il vous plaît à bien couper vos micros, qu'on n'ait pas d'écho. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas bien sûr, vous avez deux moyens. Soit vous le faites via le chat et on vous répondra par écrit ou à l'oral. Soit si vous souhaitez prendre la parole, levez la main et n'hésitez pas, encore une fois, avec plaisir, on vous laissera la possibilité de commenter ou de poser des questions. Ce que je propose, c'est que l'on puisse faire un mini tour de table pour la partie organisateur, que vous sachiez qui sont les personnes qui vont prendre la parole. Alors, je vais démarrer donc pour l'ARS. Donc, je suis Jordan Bell, je travaille au sein de l'ARS et plus précisément à la DIRNOV, et je travaille sur le programme Ségur, et plus spécifiquement au sein du programme Ségur, entre autres sur l'appel à projet cyber dont on va vous parler à l'occasion du webinaire. Voilà. Et je donne la parole à mes camarades. En premier lieu, Johan. Merci beaucoup, Jordan. Johan Castro-Reyes, chef de projet Ségur numérique au sein de la DIRNOV à l'ARS Île-de-France. Je laisse la main à Christian Lemaire, notre expert cyber. Bonjour, Christian Lemaire, chargé de mission à l'ARS numérique et cybersécurité. Alors, Rémi. Bonjour, Rémi Tilly, directeur du département sécurité des systèmes d'information au sein du GIP Cézanne, donc le grade Île-de-France. Et bonjour, donc Maud Tisney, je suis chef de projet Ségur numérique et consultante SSI au sein du GIP Cézanne. Merci. Donc, vous l'avez compris, on va animer cette session à plusieurs voix, donc à la fois ARS et Cézanne. On vous partage ici l'ordre du jour que l'on a prévu. Donc, un premier point sur le contexte et les enjeux cyber plus spécifiques à l'Île-de-France, mais réplicables de manière générale. Un focus sur les exercices de continuité d'activité, donc en quoi ça consiste, et puis surtout, point central, comment est-ce que nous, on peut vous aider via un apport financier, vous faciliter la tâche pour réaliser un exercice dans chacun de vos établissements. Et puis ensuite, on terminera avec un focus sur les audits cyber et de manière plus générale sur l'offre que peut vous proposer Cézanne en la matière. Je me permets une petite précision et on vous le précisera dans le chat. Donc, le 18 avril, on a une journée cyber qui est organisée à l'initiative du Cézanne, qui pourra vous en dire deux mots. On va vous remettre dans le chat le lien pour que vous puissiez, si ce n'est pas déjà fait, prendre connaissance de l'ordre du jour. Si vous le souhaitez, vous inscrire, et on vous incite à le faire. Donc voilà, vous avez tout dans le chat, et n'hésitez pas, encore une fois, sur ce sujet ou sur d'autres, si vous avez des remarques ou des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Sauf si parmi l'auditoire, vous avez des questions, je propose que l'on commence à rentrer dans le sujet avec, comme on l'a dit à l'instant, un premier point sur le contexte. Et je redonne la parole à Christian pour l'Île-de-France qui va vous présenter ce premier point. Slide suivante, voilà. Merci, rebonjour. Donc, très rapidement, un petit focus sur les chiffres au niveau de l'échelle nationale, sur le
pour vous donner une indication sur le risque cyber. Donc, il ne fait que croître depuis 2018. On voit en fait les structures qui ont déclaré un incident et en particulier ceux qui ont été pris en charge par l'ANSSI et par le CERT Santé. Donc, on voit clairement que depuis 2018, il y a une très forte croissance. Alors, il y a aussi le phénomène qui est lié à la déclaration des incidents par les, les établissements qui peut-être faussent un peu la croissance, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à 2021, on a quand même de manière significative un nombre élevé d'incidents liés à la cyber sur l'ensemble de l'État français. Pour rappel, on a eu quand même 2 établissements supports de GHT qui ont été attaqués en 2022, donc le CHSF et le centre hospitalier de Versailles. Pour rappel, Versailles vient simplement de redémarrer une partie de son système d'information la semaine dernière, depuis la fin de l'année. Donc, pour vous dire quand même l'impact que peut avoir l'impact d'une attaque sur un établissement. Et on a eu aussi les Bluets qui a été aussi attaqué en 2022. En 2023, donc, on a le CHU de Brest qui a été attaqué au niveau national. Pour rappel, on a eu quand même quelques établissements sanitaires et sociaux qui ont été attaqués en début d'année en Île-de-France. Et récemment aussi des sites web qui ont été attaqués au niveau de l'Île-de-France. Slide suivante. Alors, au niveau donc des incidents cyber, on l'a vu clairement au cours des différentes crises sur le CHSF et le centre hospitalier de Versailles. Bien sûr, il y a à très court terme, après de manière, enfin c'est même immédiat, dès lors qu'il y a une cyberattaque avec un chiffrement de données, il y a un impact direct sur la prise en charge des patients, avec une indisponibilité donc des outils métiers, aussi des plannings, ne serait-ce qu'aussi des plannings de rendez-vous, mais aussi des personnels et aussi des coordonnées, ne serait-ce que pour rappeler les personnels liés à la prise en charge des patients, pour venir en renfort. On a vu aussi dans les impacts indirects à moyen terme, donc le fait que le logiciel de paye est indisponible, ça apporte tout de suite des problématiques sur la paye des personnels, mais aussi, on ne l'a pas forcément signalé ici, mais ne serait-ce que sur les outils médico-économiques pour passer des commandes, faire le mandatement. Dernièrement, on a eu une forte alerte aussi sur les outils PMSI, puisque les établissements, dans ces cas-là, sont en incapacité de faire leur codage PMSI. Et donc, immédiatement, on a des impacts, assez rapidement, des impacts financiers. Et donc, ce qui met les établissements en forte difficulté. Et bien sûr, vous imaginez aujourd'hui avec les communications numériques, si vous n'avez plus de téléphonie, bien sûr, en cas de cyberattaque, vous n'avez plus de messagerie, d'accès à Internet. Donc, il y a un impact qui peut être fort sur la prise en charge patient, mais aussi sur la communication en interne et vers l'extérieur. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, comme je vous le disais, on a l'exemple avec Versailles, c'est que le retour à la normale peut être long et coûteux. Et financièrement, aujourd'hui, on voit bien sur certains établissements attaqués, les impacts financiers sont importants, puisque pour reconstruire après l'attaque, il y a des investissements nécessaires, mais aussi on a, comme vous le présentez, un gros problème sur la facturation. Donc, toutes les recettes sont impactées, et ce qui met les établissements en difficulté. Et là, on a des difficultés, par contre, sur la durée, et donc quelques mois. Ça peut être sur plusieurs mois. Et ça a été très bien expliqué aussi au dernier colloque au ministère de la Santé par un établissement, par le directeur de l'établissement du GHT de Verdun, qui a subi une cyberattaque sans chiffrement, mais avec de la fuite de données. Et donc,
sur ce GHT, ils ont été obligés de couper les accès et donc aussi leur système d'information qui était corrompu. Donc, pour faire le lien aussi sur la fuite de données, pour rappeler, vous avez un risque juridique hein, dans ce cadre avec, c'est pourquoi on demande, enfin la CNIL demande à ce qu'il y ait une déclaration dans les 72 heures, une déclaration préalable sur le site de la CNIL, dès lors que vous avez une suspicion de fuite de données. Pour les autres établissements, enfin pour l'ensemble des établissements, pardon, il y a une déclaration sur le site Cyberveille de l'ANS qui permet, sinon on peut vous envoyer aussi une fiche contact avec les numéros de téléphone pour déclarer votre incident et aussi éventuellement le CERT pourra déclencher des prises ou déclencher ses propres équipes pour intervenir sur site. Si vous êtes un OSE, vous contactez l'ANSSI et donc l'ANSSI pourra intervenir. Au niveau du contexte, la menace va être croissante, enfin il y a un risque élevé et on sait qu'elle va devenir croissante quand même, avec le contexte JO, donc avec des attaques qui risquent, enfin, dont le but sera de déstabiliser, désorganiser et décrédibiliser l'organisation des JO. On a vu sur les précédents JO beaucoup d'arnaques aux billets. Donc là, il y a ce risque qui est prégnant. Mais donc, au niveau de la santé, on voudra éviter d'avoir des effets de bord sur les cyberattaques pour désorganiser l'offre de soins. Et puis, bien sûr, vous avez le contexte international, là, avec la guerre en Ukraine, puis d'autres menaces qui commencent à revenir. On a vu dernièrement d'autres menaces qui commencent à réapparaître qui était déjà existante. Slide suivante. Alors, maintenant, quelles sont les attentes donc pour renforcer la sécurité au niveau des établissements? Alors, ce qui est demandé, c'est déjà de réaliser, je vous conseille, et suivant votre contexte, si vous êtes un OSE, c'est une obligation, de réaliser un exercice de continuité. Donc, c'est l'objet de l'appel à projet en cours. Donc, c'est avant tout des exercices organisationnels, on va pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas exactement des exercices à caractère technique qui concernent uniquement la DSI. Ça, c'est important de l'avoir en tête. À côté de ça, vous avez aussi des audits ADS. Alors là, c'est avec l'ANSSI. Vous pouvez aussi en faire, si vous n'êtes pas des OSE, avec des prestataires. Enfin, je ne vais pas faire de la pub, mais bon, enfin, vous avez différents types de prestataires qui peuvent vous réaliser ce type d'audit, y compris donc je crois que à confirmer avec le Cézanne. Pareil, les audits de cybersurveillance, là, ce sera avec l'ANS. Et donc, tous ces audits sont fortement recommandés pour l'ensemble des établissements de santé, quels qu'ils soient. À côté de ça, ce qu'on vous demande aussi, puisque c'est l'outil de pilotage pour l'ARS, l'outil est fourni par la TIH, hein, nous on est des utilisateurs comme vous, mais c'est de compléter l'OPSIES. Donc l'OPSIES, c'est une partie de l'OSIS, c'est un onglet et qui concerne avant tout, enfin qui concerne l'OPSIES, tous les critères de sécurité des établissements au niveau des systèmes d'information. Christian, pardon, je me permets, on a une remarque à l'écrit qui nous dit qu'il y a un bruit parasite. Effectivement, je l'entends aussi. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vient de chez toi, de ton micro. Ah, peut-être. Je vais essayer de le rapprocher peut-être plus près de la bouche pour. Il y a toujours un bruit? Non, Ah, c'est bon? ça a l'air d'aller, mais il y a comme un D'accord. petit bruit derrière. Mais bon, essayons comme ça. Ok. Donc, à travers aussi les actions à mener, donc là, ce qu'on vous conseille aussi fortement, c'est de faire de la sensibilisation auprès des personnels. Alors, Rémi pourra vous expliquer un peu ce qui est possible d'être fait via le Cézanne. Aussi, ce qui est important, ça, c'est les rétextes des différentes crises
qui ont montré ce point, ce focus, c'est d'avoir vraiment une cartographie la plus exhaustive possible. Pour vous expliquer un petit peu, effectivement, vous avez éventuellement des prestataires externes, le CERT, l'ANSSI, qui peuvent être amenés à intervenir dans votre établissement en cas de cyberattaque pour vous aider à gérer la crise et à reconstruire. Et eux, ils ne connaîtront pas votre système d'information. Donc, il est important que vous ayez une cartographie la plus exhaustive et la plus claire, de manière à ce qu'ils aient de la visibilité et qu'ils puissent vous aider au plus vite à gérer la crise et reconstruire. Au niveau du contexte, actuellement, enfin, il y a une task force qui s'est constituée suite à une réunion interministérielle en vue de réaliser un plan d'action cyber sur 5 ans, avec 4 volets en particulier traités, qui sont la gouvernance, les ressources et mutualisation, pour gérer, prévenir et gérer une crise, tout ce qui va être sécurité opérationnelle et faire de la sensibilisation. Alors, ce groupe, donc normalement a terminé son travail en termes de définition des actions et doit aboutir fin juin sur la définition d'un plan d'action et de financement pour ces 5 ans, avec quand même une approche qui est assez large, hein. C'est à la fois de l'investissement qui pourrait être plan de sécurisation avec l'acquisition de licences, d'outils de sécurisation. Bon, il y a une réflexion aussi au niveau RH pour renforcer les établissements ou les aider aussi éventuellement avec des plans de formation. Bon, là, ce n'est pas abouti, mais c'est un peu les pistes qui sont en cours. En fait, ce qui est déjà acté quand même, où il y a une communication de l'ANS sur le sujet, c'est qu'il y aura quand même des appels à projets avec des thématiques prioritaires, donc sur l'acquisition de solutions pour sécuriser les postes de travail, avec des outils de détection aussi. Tout ce qui va être lié à l'Active Directory, donc avec des outils de ce genre de choses, ou des outils complémentaires. Aussi tout ce qui va être lié aux passerelles, donc on va dire les bastions, ce genre d'outils, pour sécuriser les accès prestataires. Et un travail aussi sur les sauvegardes, en particulier pour avoir des sauvegardes externalisées. Enfin, hors, on va dire, quand je dis externalisé, c'est plutôt hors réseau, quoi. Sachant qu'il y a aussi un groupe de travail qui est piloté par Cézanne et la société Chrysalide, qui est intervenue dans le cadre des différentes attaques au niveau du CHSF et du CH de Versailles en particulier. Ce groupe de travail est axé cyber-résilience, donc en vue de définir des actions régionales, à la fois sur la prévention, donc là ce serait plutôt côté DIRNOV que ce serait pris en charge au niveau de l'ARS, la gestion de crise, donc là c'est côté DVSS, direction de défense, et la reconstruction post-attaque, et là ce sera à nouveau la DIRNOV qui sera en charge de ces plans d'action. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc la cible aussi sur ce groupe régional, bon, on va se caler un peu par rapport aux résultats de la task force nationale, mais c'est de pouvoir émettre des propositions là avant l'été, on va dire entre avril et juin. Merci Christian. Juste un mot, on a remis ici sur la slide quelques kits supports de communication, sensibilisation, information qu'on pourra vous remettre dans le mail que l'on vous enverra à la suite de cet échange, avec aussi le replay et le support. Là aussi, hein, c'est voilà, tout un tas d'outils qu'on essaye de vous pousser en espérant que ça puisse vous être utile. Voilà, on vous les transmettra. Et dernier mot, Christian l'a évoqué. Je ne sais pas, Christian, si tu veux en dire un mot de la fiche contact avec les institutions, les numéros, les sites internet à contacter dans les cas cités sur la slide.
Disons que cette fiche, on peut vous la fournir, hein, donc c'est les numéros et sites à contacter dès que vous avez une cyberattaque. Donc en priorité, pour tous les établissements, c'est le CERT Santé, sachant qu'il y a une permanence qui existe H24, hein, qui est au numéro 09 72 43 91 25. Si vous êtes un OSE, il faut prévenir l'ANSSI. Bon, pareil avec le numéro indiqué, avec une permanence H24. Si vous avez une suspicion de fuite de données, bon, à partir du moment où vous avez vraiment un chiffrement avec un ransomware, autant le faire directement. Il y a une forte présomption d'avoir une fuite de données, donc faites tout de suite une déclaration auprès de la CNIL dans les 72 heures. À côté de ça, bon, vous avez d'autres possibilités d'information via le portail web de Cyberveille. Vous pouvez aussi contacter, si vous n'arrivez pas à joindre par téléphone, par mail le CERT Santé, donc cyberveille@isanté.gouv.fr. Et surtout, si vous êtes adhérent au Cézanne, sachez que vous pouvez vous faire aider par le département SSI. Et donc, Rémi vous pourra en dire beaucoup plus sur le sujet, puisque c'est lui qui pilote cette entité. Voilà, Merci Christian. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. Christian, je crois, ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin de l'échange. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. On a une question de Laurence Delmar qui nous dit « Quelle est la date limite pour compléter l'OPSIES ?» Il n'y a pas de date limite en soi. L'OPSIES, il doit être complété régulièrement au fil de l'eau. Jordan vous expliquera pour l'OPSIES par rapport à l'appel à projet. Donc, il est demandé de remplir l'OPSIES pour pouvoir prétendre au financement de l'exercice. Mais dans tous les cas, vous devez remplir l'OPSIES au fil de l'eau pour nous tenir au courant de l'état de votre établissement en termes de sécurité. On en dira deux mots, comme le disait Christian, juste après, mais effectivement, l'idée, c'est que dans l'absolu, il soit mis à jour au fil de l'eau. Et nous, dans le cadre de l'appel à projet que l'on vous propose pour vous financer les exercices, on demande justement à ce que vous l'ayez rempli dans les précédents mois. Voilà, on souhaite s'assurer qu'il soit bien mis à jour. C'est une forte attente. Mais on pourra y revenir et si vous avez des questions, on pourra y répondre. Je propose que l'on avance. Merci Christian pour je vous laisse. Jordan, il y avait une main levée, deux mains levées dans le chat. Monsieur Shafik Moueb, je vous laisse la parole. Allez-y, si vous voulez poser une question. Moi, j'ai une question, mais moi, c'est Alain Hiller. Je sais pas. C'était moi. Donc, je me présente, je suis le DSIO justement de la maternité des Buées, l'hôpital Pierre Rouquès. Oui, bonjour, monsieur Hiller. Bonjour. La question, c'est de savoir si, parce que là, nous, notre cyberattaque a eu lieu, c'était en mois d'octobre, donc depuis, on a redémarré, etc. On a fait un certain nombre de choses. Est-ce que c'est toujours bon pour nous? Est-ce qu'on peut participer justement encore, bien qu'on ait déjà investi dans un certain nombre de choses pour sécuriser, notamment Bastion, etc. Est-ce que c'est toujours bon pour nous ou est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Par rapport à l'exercice, oui. Oui, par rapport à l'exercice. Bien sûr, bien au contraire. Là, vous avez sécurisé, on va dire, avec l'ANSSI, puis aussi avec l'acquisition d'un certain nombre de solutions. Moi, en tout cas, je vous invite ne serait-ce qu'aussi à faire un audit à un moment donné pour vérifier qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Hein, oui, non, mais ça, c'était prévu. Ouais. Et puis, sur l'exercice, ça vous permettra aussi de vérifier s'il n'y a pas de... Enfin, au niveau, normalement, de vos procédures, ne serait-ce que vos procédures d'alerte, vos procédures de mode dégradé, voir si vos utilisateurs les maîtrisent bien. En fait, vous pouvez, à mon avis, faire non pas un exercice
kit 1, mais sûrement en vous auto-évaluant avec ce qui est mis à disposition sur le site de téléchargement des kits, très certainement faire un exercice kit 2, voire kit 3. Ok, j'avais coupé le son. Au contraire, moi, je vous recommande justement de faire un exercice. Ça vous permettra de voir où vous en êtes après cette cyberattaque, voir si vous êtes mieux Protégé. organisé Ok, et puis mieux organisé, parce que c'est avant tout, comme je vous le disais, puis ce qui sera rappelé, c'est des exercices sur la gestion de crise. Ce n'est pas des exercices techniques. ok. C'est vraiment de l'organisation et ça vous permettra de voir où vous en êtes. Si demain, vous devez à nouveau avoir une cyberattaque, voir si votre organisation vous permet d'avoir une continuité d'activité plus efficiente que vous ne l'avez eu au moment de la première attaque. Et ça vous permettra de vous positionner et voir où vous en êtes. Ok, alors j'espère que non, hein, qu'on n'aura pas une deuxième. Bien sûr, mais ça. Mais bon, ok, ouais. Voilà. Ok, merci. Juste à bientôt. Pardon. Merci, à bientôt. Ouais. Merci. Oui, justement, merci beaucoup, Monsieur Hiller, donc Johan Castro-Reyes, chef de projet sécurité numérique de la DIRNOB, comme je me suis présenté au début. Oui, donc vous avez subi une attaque. Le fait que vous soyez ici parmi nous, c'est très important pour nous, ça compte beaucoup. Vous avez connu à quoi consiste la résilience et en effet, le fait de participer à cet exercice de cybersécurité pour travailler en mode numérique dégradé est très important. Parce que c'est une logique de prévention. Donc, pour vous, ce serait à nouveau d'agir sur la prévention suite à ce que vous avez connu. Donc, n'hésitez pas à témoigner si vous le souhaitez, hein, par rapport à ce que vous avez connu. L'idée, c'est d'inciter tout le monde à s'inscrire dans cet appel à projet qui, en effet, cible l'organisationnel. Ok. Je vous remercie. Pas de problème. Merci à vous. Si je peux faire effectivement profiter l'expérience qu'on a eue, malheureusement, ouais. Je le ferai volontiers. Ouais. N'hésitez pas à intervenir comme vous voulez. Ok, merci. Merci. Et donc, on a des financements à l'ARS, hein, pour vous et pour tous les établissements. Donc, encore une fois, je réitère, n'hésitez pas à postuler sur l'appel à projet. On en dira un mot juste après. Le moment est venu maintenant de parler des exercices en tant que tels. On a commencé à effleurer le sujet. Donc, ces fameux exercices de continuité d'activité, en quoi est-ce qu'ils consistent? Et je donne la parole à Rémi pour le Cézanne qui va vous exposer, vous préciser tout ce qu'il faut savoir sur ces exercices. Bien, donc ces kits d'exercice ont effectivement vocation à exercer, à travailler l'organisation et de la gestion de crise. On verra pas dans ces exercices des côtés très techniques, mais c'est plutôt de l'organisation et se mettre en condition donc de réagir et de gérer une crise dans les meilleures conditions possibles. Donc 3 niveaux d'exercice qui vont être dont je vais parler tout de suite après. Donc un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau avancé en fonction de la maturité de vos structures. Et donc ça vous permet vraiment de découvrir la gestion de crise cyber. L'objectif aussi particulier de ces exercices, c'est de bien sensibiliser la direction pour pas que la direction d'un établissement considère qu'une crise cyber, c'est du ressort de la DSI. Ça va bien au-delà, c'est bien un sujet de direction générale. D'ailleurs, ça fait partie d'un atelier qu'on animera le 18 avril. Donc, ça permet aussi donc, de voir si au sein de votre structure, vous avez une bonne connaissance de l'écosystème cyber, mais plutôt du numérique, de l'usage du numérique dans la structure, et donc d'adopter les bons réflexes. Voilà, de la même façon, en fin de compte, où on va faire un exercice incendie chaque année pour s'assurer qu'on a la bonne organisation pour évacuer les personnes. Ben là, c'est faire un exercice de crise cyber chaque année pour justement s'assurer qu'on a toujours les bons réflexes et que ce qu'on a mis en place est bien efficace. On peut passer au slide suivant.
Donc, comme je disais, 3 kits, un kit débutant, un kit intermédiaire, un kit confirmé, donc qui sont disponibles en accès libre. Vous pouvez les télécharger, les consulter, vous les approprier vous-même. Il est possible d'animer soi-même son exercice sans avoir recours à une prestation extérieure. Alors, comment on détermine quel type d'exercice on doit faire? C'est au travers d'une grille d'évaluation avec un certain nombre de questions qui vous permettent de vous positionner sur un de ces 3 niveaux. Donc, 23 questions, ça reste assez simple, hein, ça prend pas des heures, et donc ça permet de vous donner un score qui va vous dire, ben là, on vous incite plutôt à faire un exercice de type débutant, un exercice de type intermédiaire ou un exercice de type avancé. En termes de grille d'auto-évaluation, on va pas faire l'ensemble des questions qui sont posées, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qui est posé comme question. Voilà, comment les utilisateurs à privilège sont-ils recensés, hein, ça fait partie des bonnes pratiques de recenser les utilisateurs à privilège régulièrement. Quand nous, on intervient dans les établissements, on voit que dans les AD, on a en général beaucoup plus d'administrateurs qu'il ne devrait y en avoir. Est-ce que ces utilisateurs sont informés de leur rôle et responsabilités en matière de cybersécurité? Donc, est-ce qu'il y a une charte d'administration, par exemple, qui leur est soumise, qui leur est affectée? Et donc, en fonction des réponses de votre situation, donc, soit les utilisateurs sont recensés de manière informelle, donc de temps en temps, on va regarder et puis on note ceux qui ont des privilèges. Soit c'est effectué de manière partielle, mais on a quand même une charte administrateur qui est là pour documenter un peu ce qui est faisable et pas faisable par un administrateur. Ou pour un niveau confirmé, ça sera les utilisateurs à privilège sont tous connus. On fait un recensement régulier, donc régulier. C'est pas forcément tous les mois, mais c'est pas non plus une fois tous les 3 ans. Hein. Une charte administrateur est documentée pour les utilisateurs à privilège, et les utilisateurs à privilège sont entraînés régulièrement afin de comprendre leur rôle et responsabilités. Voilà, la charte est appliquée, etc. Ça veut dire qu'on vérifie que la charte est appliquée, qu'on vérifie les accès des administrateurs, et à ce moment-là, on est plutôt sur un niveau confirmé. Et donc, en fonction des réponses que vous aurez, donc là, c'est une des 23 questions, en fonction des réponses des endroits où vous positionnez, hein, sur la partie débutante, intermédiaire ou confirmée, ça va vous donner un score. S'il est inférieur à 75 points, on vous incite plutôt à travailler d'abord sur un kit débutant. Entre 75 et 150, ce sera sur un kit intermédiaire, et au-delà de 150, ce sera plutôt sur un kit confirmé. On peut passer au slide suivant. Donc, où trouver toutes ces informations? Donc, c'est en accès libre, hein, sur le site cyberveillesanté.gouv.fr, dans les dossiers thématiques, se préparer à gérer une crise cyber. Et donc là, vous allez avoir l'ensemble des kits avec à chaque fois donc un kit, trois parties dans les kits, un kit participant, un kit communication et un kit animateur. Donc, participants, pour ceux qui vont réaliser l'exercice de cybercrise. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'ils aient connaissance avant de l'ensemble des informations. Un kit communication qui se résume en règle générale à un mail, à un modèle de mail à envoyer donc aux participants pour qu'ils réservent leur date et qu'ils soient bien disponibles le jour prévu pour la réalisation de l'exercice. Et un kit animateur, puisque pour réaliser cet exercice, il faudrait bien animer, il faudrait bien faire vivre cet exercice pour faire rentrer donc toutes les personnes dans la démarche. Donc, en règle générale, donc 2 cellules, une cellule d'animation et une cellule de crise. On part du principe que la cellule de crise est réunie et donc la crise arrive. Et donc, c'est l'animateur qui démarre le scénario en envoyant le premier stimuli, donc ce qu'on appelle les stimuli. Hein, c'est un AG, ça peut être l'arrivée d'un mail, ça peut être un appel téléphonique. Voilà, c'est des éléments qui vont faire réagir et qui vont faire prendre conscience à un moment donné à la cellule de crise que il y a vraiment une crise cyber réelle et très impactante qui arrive dans l'établissement.
Et l'objectif, c'est d'analyser, d'étudier, en fin de compte, si, en fonction des stimuli qui sont envoyés, les participants ont bien les bonnes réactions et ont bien les bons supports, les bonnes procédures pour réagir, et si la communication aussi passe bien entre les participants. Donc, sur l'exercice en lui-même, donc là, on va pas faire tous les kits, mais la démarche est toujours la même, hein, que ce soit sur le kit débutant, le kit intermédiaire ou le kit avancé. Donc, l'animateur, voilà, s'approprie et adapte à l'établissement les documents du kit avant l'exercice. Bon, il s'assure qu'effectivement, les invitations ont bien été transmises. Alors, en s'efforçant, comme je le disais tout au début, d'avoir quand même un membre de la direction lors de la réalisation de cet exercice. Hein, c'est vraiment un outil de sensibilisation de la direction. Il récupère la liste des joueurs et ensuite, donc, il personnalise le chronogramme. Hein, le chronogramme, ben, c'est donc l'ensemble des stimuli qui vont être envoyés. Donc, en fin de compte, c'est juste voilà, un déroulé à suivre et adapté, bien sûr, en fonction des réactions de la cellule de crise pour analyser et voir comment tout ça se passe et si, encore une fois, les réactions sont bien et si on a bien tous les éléments pour pouvoir réagir et gérer une crise. Pendant l'exercice, donc, il prépare un petit briefing donc, au début pour mettre les joueurs en condition. Hein. Alors, en termes d'analogie, on pourrait presque présenter ça comme un escape game. Hein. Voilà, c'est un peu le principe. On met des gens en condition, donc la cellule de crise par rapport à la situation. Et donc, il débute l'exercice en lançant par téléphone le premier stimuli sur le chronogramme. Et puis, donc, en fonction, encore une fois, des stimuli et du livret qu'il a envoyé, des réactions qu'il aura, il pourra faire différentes actions pour faire réagir la cellule de crise. Il y a un observateur, idéalement. Alors, ça peut être les deux mêmes personnes si c'est un kit débutant, mais en règle générale, on préfère avoir deux personnes, un qui anime et un qui observe. L'observateur, c'est un rôle extrêmement important puisque c'est lui qui va permettre à la fin déjà tout au long de l'exercice, de bien noter tout ce qui se passe et de préparer un plan d'action, puisque l'intérêt d'un exercice, c'est pas l'exercice lui-même, mais c'est le plan d'action qui va en découler. Et de voir si la fois suivante, lors du prochain exercice, on saura mieux réagir, on sera mieux prêt, et si on aura bien tiré les enseignements de ce premier exercice. Sur le débriefing, donc l'observateur participe à la définition des points forts de la cellule de crise. Donc, on met en avant les axes d'amélioration. Hein. Ce qu'on s'efforce de faire, c'est un exercice pédagogique. Hein. Il ne s'agit pas de dire voilà, vous avez tout raté, il n'y a rien qui a fonctionné, mais vraiment de mettre en avant les points forts et de souligner quand il y en a, mais bon, il y en a relativement souvent, des axes d'amélioration qui permettront de mieux réagir la fois d'après. Et à la fin, donc, un questionnaire de satisfaction pour récupérer les retours des participants. C'est important aussi de le faire et de les remonter à l'ANS ou à nous, hein, pour justement faire évoluer ces kits. On peut nous aussi toujours s'améliorer et avoir des retours intéressants pour les faire évoluer. Donc, l'animateur prend connaissance de la grille d'évaluation remplie par l'observateur. On fait donc une première réunion de restitution, une restitution à chaud. Et ensuite, donc, on va se donner le temps d'analyser un peu plus précisément tous les retours, toutes les notes qui ont été faites pour pouvoir faire un retour d'exercice à froid. Et donc, voilà, ce qu'on disait, c'est que l'animateur pourra transmettre un retour d'expérience anonymisé à l'ARS ou au grade, mais bon, ça, c'est sans obligation, c'est en fonction de vos souhaits. Donc, après cet exercice, l'idée, c'est d'avoir effectivement un plan d'action. Hein, voilà, on vous met quelques exemples, mais dont on a déjà parlé. Hein, typiquement, réaliser une cartographie DSI,
savoir qui sont alors les parties prenantes, ça va être les prestataires. Est-ce qu'on a bien les coordonnées des prestataires, hein, parce que si on a tout qui est enregistré sur un serveur et que le serveur est inaccessible, on va avoir quelques difficultés à joindre des prestataires. S'assurer que les sauvegardes sont bien isolées. Alors ça, c'est un vaste sujet, hein. On sait bien que les sauvegardes, c'est vraiment un problème particulier, puisque pour faire les sauvegardes, il faut bien sûr avoir des équipements en ligne. Voilà, mais il faut essayer de trouver un moyen de faire pour que au moins les sauvegardes les plus importantes soient isolées du SI pour éviter qu'elles soient impactées en cas de cyberattaque. Sensibiliser les interlocuteurs métiers aux termes spécifiques de la gestion de crise cyber, ou sensibiliser globalement l'ensemble du personnel à la gestion de crise. Donc ça peut être fait au travers de tests de phishing, par exemple. Ça, ce sont des choses que l'on réalise régulièrement. Préparer des premiers éléments de langage cyber, prévoir un annuaire, une cartographie des personnes. Alors un annuaire, bien sûr, sous un format accessible et autre que numérique, hein, donc ça peut être une édition une fois par mois, une fois par trimestre de l'ensemble des points de contact pour être sûr de pouvoir les contacter et les solliciter en cas de cybercrise. Et puis, travailler à la prise de décision du passage en mode dégradé. Alors, ce sont des exemples, hein, d'actions. Bien sûr, il peut y en avoir beaucoup d'autres en fonction de ce qui est détecté. On a des questions dans le chat. C'est peut-être intéressant d'y répondre dès maintenant à l'oral. Okay. Alors, du coup, Nicolas Huetran qui nous demande est-ce que vous nous conseillez de se faire accompagner pour réaliser ces exercices? Et puis, une autre question qui est qui est-ce que l'on recommande comme prestataire pour se faire aider? Alors, est-ce qu'il est effectivement les talents d'animation d'un exercice de crise sont pas forcément innés, hein. Il faut faut quand même être être un bon communicant et savoir se projeter dans cet exercice. Se faire accompagner, c'est d'autant une bonne idée que il y a l'appel à projet qui est proposé par l'agence, hein, et donc qui permet d'avoir un financement pour l'animation de ces exercices. Les financements aujourd'hui proposés dans le cadre de l'appel à projet, hein, c'est 4 000 € par exercice. Ça couvre l'animation de quasiment des 3 kits, hein. Aujourd'hui, alors pour prolonger, donc sur quel prestataire? Donc nous, on a un marché de prestataires pour réaliser ces exercices au sein du Cézanne. Et donc, pour l'animation d'un kit débutant, on est autour de 2 000 €. Donc, ça veut dire qu'avec la subvention de l'agence, de l'appel à projet, c'est complètement couvert. Donc, ça vous coûte 0. Le kit intermédiaire, il est autour de 3 000 €. Donc, c'est pareil, ça reste encore couvert par l'appel à projet. Et le kit expérimenté, il est légèrement au-dessus de 4 000 €. Il est à 4 100. Donc voilà, en pire des cas, pour une centaine d'euros, vous avez l'animation qui est faite. Donc la seule chose, bien sûr, à respecter, c'est que les personnes pressenties soient bien présentes le jour de l'exercice. Après, au-delà du marché porté par Cézanne, il n'y a pas d'obligation à passer par le marché Cézanne. Il y a aussi des prestataires au sein des centrales d'achat qui proposent des offres, que ce soit Advance ou Orange Cyberdéfense. Et sinon, vous pouvez faire appel aussi à un prestataire tiers. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Voilà, mais nous, on a déjà une offre qui nous semble assez pertinente. Et donc, les prestataires, on en a retenu 2 prestataires pour les exercices de cybercrise. Orange Cyberdéfense et Chrysalide PwC. Chrysalide, c'est ceux qui ont accompagné notamment le Sud francilien et Versailles dans leur gestion de crise et qui ont une très bonne expérience du sujet. Sur ça, je me permets un petit peu de rajouter un petit complément. Donc, c'est dit, donc c'est pas parce qu'on dit 4 000 € que ça paraît peu, qu'on ne va pas se motiver. Au contraire, comme Rémi vient de l'expliquer, donc ça paye l'exercice. Au contraire, il faut vraiment que vous candidatez au plus vite pour ne pas être au dernier. Parce que ça demande une organisation de la part de Cézanne. Si vous passez par Cézanne, il y a aussi des prestataires. Il faut aussi que de votre côté, vous vous organisez en interne pour identifier les professionnels qui vont y participer.
Donc, j'insiste vivement dès la fin de ce webinaire-là, d'aller directement sur l'URL de démarche simplifiée pour candidater et vous positionner comme un des premiers de la liste, pour ne pas être trop dans la liste d'attente. Voilà, et donc faut effectivement pas hésiter, hein, voilà, alors plus tôt vous êtes inscrit, plus tôt ça pourrait être réalisé. Effectivement, un exercice, ça se planifie suffisamment à l'avance. On sait que les équipes de direction dans les établissements sont pas souvent disponibles. Donc, plus tôt on se positionne et plus on a de chance d'avoir effectivement quelqu'un de la direction qui soit présent, puisqu'encore une fois, c'est vraiment l'objectif principal, c'est sensibiliser la direction au risque cyber et faire que voilà, ce sujet-là soit bien pris en compte et qu'il y ait vraiment une volonté de faire quelque chose pour qu'un incident cyber n'arrive pas dans l'établissement. Ou en tout cas, en limiter le risque. On n'aura jamais une garantie à 100%, mais en tout cas, on peut s'y préparer. On a une autre question de M. Savary, mais je propose qu'on y réponde juste après quand on sera sur l'appel à projet en lui-même, hein, sur le financement. Et Mme Joanne qui demande à nouveau le lien, on va vous le mettre dans le chat, le lien pour candidater. Alors, il a déjà été remis, je vous l'ai déposé, ainsi que le lien vers le site de l'ARS. Mais je vais vous le... Donc, vous avez tout dans le chat. Voilà. Après, bien sûr, comme je disais, un exercice en soi, ça fera pas plus, vous serez pas plus sécurisé à la fin de l'exercice, hein. Derrière, ce qui est important, c'est le plan d'action et suivre le plan d'action et s'assurer que voilà, il y ait au moins, alors idéalement toutes les actions traitées, mais au moins une partie ou l'ensemble des actions partiellement avant le prochain exercice de crise, puisque si c'est refaire un deuxième exercice pour s'apercevoir que les mêmes failles sont présentes, ça n'apportera pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement, vous serez conforme, mais vous ne serez pas plus sûr. Donc, il y a différents, encore une fois que vous avez fait le kit débutant, ça peut être refaire le kit débutant en modifiant un scénario ou passer au kit intermédiaire si vous avez mis des actions qui vous permettent, en vous évaluant, de voir que vous êtes bien positionné sur le kit intermédiaire, sur le niveau intermédiaire. Et puis le guide de l'ANSSI, hein, qui est organiser un exercice de gestion de crise cyber. Voilà, ça peut être intéressant aussi à en prendre connaissance pour avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. Comment être accompagné? Donc, comme je disais, donc via le marché régional Cézanne, donc avec OCD, Orange Cyberdéfense et Chrysalide. Alors pourquoi deux prestataires, hein? Chrysalide, en fin de compte, on a découpé notre marché en deux lots. Un lot d'accompagnement sur les kits de l'ANS, d'animation des kits de l'ANS. Donc ça, c'est celui qui est détenu par Chrysalide. Et un lot sur la partie organisation de crise, d'exercice de crise à façon. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais voilà, c'est pour des structures qui sont vraiment assez matures et qui souhaitent vraiment avoir une vision très personnalisée. Chrysalide aussi intervient dans le cadre de notre marché en cas de crise réelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent être sollicités pour, si un établissement se fait attaquer, pour intervenir directement sur de la gestion de crise. Alors avec un coût, hein, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité-là. Et puis, comme je disais, donc via les prestataires nationaux tels que Advance ou OCD d'ailleurs, qui a fait une réponse aussi au travers du marché de la CAIH pour répondre à ces animations d'exercice ou d'autres prestataires. On a vu qu'en Ile-de-France, il y a des établissements qui ont fait des choix autres, mais bon, c'est très bien, on n'est pas sectaire. L'objectif, c'est vraiment que tous les établissements passent. Alors, je reviens sur le renseignement de l'OPSIES, hein, c'est également extrêmement important pour nous, puisque au niveau régional, il y a des objectifs qui sont fixés à chaque région pour que 100% des OS1, des opérateurs de services essentiels, aient réalisé un exercice de crise avant le mois de mai et 25% des établissements. Donc, on n'en est pas encore là, donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire au travers de l'appel à projet et à nous solliciter pour avoir l'accompagnement nécessaire. Je me permets un tout petit complément sur le recours aux prestataires. Effectivement, vous l'avez compris, vous pouvez recourir
au Cézanne et l'offre de service vous sera présentée dans le détail ensuite. Vous pouvez recourir à la CIH, ce qu'on a fait figurer dans la slide, mais ça peut être la centrale de votre choix. Je pense au RESA par exemple, mais d'autres. Ça peut être aussi des prestataires avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Et vous pouvez considérer que c'est peut-être plus facile de continuer à travailler avec le prestataire que vous connaissez, auquel cas vous pouvez le solliciter lui et lui demander un devis puis un bon de commande. Donc c'est assez libre. On a mis ici deux possibilités, mais en réalité les choix sont un peu plus larges. Dans le marché Cézanne, une précision aussi, donc les deux prestataires, Orange, donc comme je disais, c'est des exercices de crise à façon. PwC Chrysalide, ils peuvent intervenir aussi sur le suivi du plan d'action. Donc ça nous semblait aussi intéressant de séparer, d'avoir deux lots, un pour les exercices à façon et un autre pour le suivi du plan d'action, puisque Orange quand il va réaliser son exercice, va rédiger un plan d'action. Et donc c'est un autre prestataire qui va être en charge de suivre ce plan d'action, donc si c'est PwC Chrysalide qui est choisi. On a une seule adresse pour essayer vraiment de simplifier le sujet. Si vous avez des questions complémentaires, même après ce webinaire, vous n'hésitez pas sur ssi@cezanne.fr. Donc c'est l'ensemble du département SSI qui est derrière cette adresse-là. Et donc on vous répondra systématiquement pour toute question liée à la cybersécurité. Ok, et donc on peut passer à l'appel à projet en lui-même, sachant qu'on a déjà dit pas mal de choses. Ce sera l'occasion de répondre aux questions qui sont toujours en suspens. Donc, vous l'avez compris, nous, le message qu'on vous fait passer, c'est allez-y, vous avez un appel à projet qui est prêt. L'agence a des financements pour chacun de vos établissements. Et donc, notre objectif, c'est qu'un maximum d'établissements puissent réaliser cet exercice pour se préparer à l'éventualité qu'une attaque arrive. Donc, on vous a mis le lien dans le chat. Vous pouvez aller voir dès maintenant. Donc, le lien est sur démarche simplifiée et on a conçu le lien de candidature pour qu'il soit le plus facile possible et le plus rapide à renseigner. Donc, il y a plein d'informations qu'on a déjà sur vos établissements que l'on ne vous redemande pas. Et toutes les informations que l'on vous demande, elles sont essentielles. On n'a mis que l'essentiel. L'idée étant que lorsque vous candidatez, on puisse, dans les jours qui suivent, donc très très vite, instruire le dossier, faire une convention avec vous qu'on vous renverra pour que vous la signiez, et puis voilà, mettre en route ça très vite, que vous réalisez vos exercices ensuite, et puis que l'agence puisse procéder au remboursement. Donc, ce qu'on a dit pour parler financier, et ça répondra à une question qui est posée par Monsieur Savary. Donc, le montant de la subvention, en fait, il va dépendre du kit, effectivement. L'agence, elle se propose de financer jusqu'à 4 000 € par établissement. Ça veut dire que si vous, en faisant l'exercice d'auto-évaluation, il s'avère que vous êtes sur un kit 1 et que le prestataire avec lequel vous travaillez vous fait un devis et un bon de commande à hauteur de 2 500 €, l'agence, elle viendra rembourser les 2 500 €. Si c'est 4 000 €, l'agence remboursera 4 000 €. Si c'est 1 500, ce sera 1 500. Voilà, donc c'est jusqu'à 4 000 €, mais ça peut être en deçà selon le montant. Donc, on couvre l'intégralité jusqu'à 4 000 €. Voilà pour répondre. Et donc, oui, le montant est versé en fonction du niveau selon le kit. Pour information, donc l'appel à projet, il a été ouvert en ce début d'année. Il va s'étendre jusqu'à fin juin. Pourquoi est-ce qu'on a mis fin juin? Parce qu'on a, comme le précisait Rémi, des attentes qui nous sont, avec des objectifs qui nous sont formulés au niveau national. Et donc, on a l'ambition de promouvoir cet appel à projet et de faire en sorte que tout, ou en tout cas la majorité des établissements puissent réaliser cet exercice.
Donc nous, on vous incite fortement, encore une fois, on le martèle, mais à candidater dès maintenant, en tous les cas au plus vite, sur le lien qu'on vous a transmis. Quels sont les prérequis pour candidater? Encore une fois, on a conçu l'exercice pour que ce soit le plus simple possible et on vous demande des petites choses à fournir dès la candidature. Vous le verrez vous-même dans le lien, mais je les précise ici. Ça a déjà été dit. On demande à ce que vous ayez renseigné la grille d'auto-évaluation qui a été présentée en amont. Donc, on l'a dit, c'est très rapide, hein, c'est une vingtaine de questions. C'est simplement se positionner sur un des 3 niveaux. Donc, ça va assez vite. C'est mettre à jour l'OPSIES, donc dans les 3 mois qui précèdent la candidature, hein, idéalement. Donc, je pense pour la grande majorité d'entre vous, l'OPSIES, il a déjà été renseigné à un moment donné, donc il s'agit là de le mettre à jour à date. Et puis, la troisième condition, c'est que vous ayez passé commande auprès du prestataire de votre choix. Donc, en fait, dès la candidature, on attend de votre part que vous nous transmettiez un bon de commande. Comme complément, si tu peux me le permettre, Jordan. Vas-y, Johan, je t'en prie. Oui, donc c'est pour rappel, hein, donc Christian Lemaire tout à l'heure il l'a évoqué, donc le contexte des menaces il est fort, il est grave. Peut-être que Monsieur Alain Hiller pourrait témoigner des conséquences d'une attaque cyber, mais l'idée c'est de vraiment, on vous demande vraiment de vous positionner dès maintenant pour vous aider à la prévention. Parce que certes, donc on voit des marches amplifiées, encore une chose administrative à faire, etc. On n'a pas le temps parce qu'en effet, organiser ça, ça va impacter l'activité. Mais il vaut mieux prévenir que lamenter. Il y a les JO, on a déjà connu des attaques, on n'aurait jamais pu imaginer que des criminels allaient s'attaquer aux services sanitaires. C'est le cas aujourd'hui. Et c'est grave. Et donc, voilà. Donc, c'est juste pour rappeler le contexte et pour vous inciter de manière assez vive à y aller dès maintenant. Je vois 43 participants, donc si on enlève nous 4, donc il y a à peu près une trentaine d'établissements si vous êtes venus à plusieurs dans la même structure. Mais si demain on a 30 nouvelles candidatures, nous on sera ravis de pouvoir vous accompagner et d'apprendre aussi avec vous de comment est-ce qu'on doit agir et comment est-ce qu'on peut améliorer cette protection. Merci, Johan. Et donc, encore une fois, on est à votre disposition hein, pendant cet échange-là, mais si besoin, juste après, par téléphone, par mail, vous avez nos contacts. Hein, on vous a envoyé l'invitation, vous avez identifié qui on est là, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ce sujet et plus globalement sur les sujets cyber. Peut-être pour répondre à une question que je vois dans le chat, Monsieur Pelletier, donc les ESMS ne sont pas éligibles à l'appel à projet. Il s'agit uniquement des établissements sanitaires franciliens. Donc, c'est vraiment centré sur l'hôpital. Oui, sachez qu'on y travaille. On sait très bien que ça impacte aussi les OSMS. Donc, à un moment donné, on va commencer à informer aussi sur ce couloir-là. Sachez qu'il y a d'ores et déjà sur le site de l'ANS un guide pour des cybersécurités pour le secteur médico-social. N'hésitez pas à prendre connaissance. Je veux partager ça sur le chat. Je balaye les questions en parallèle. Alors, monsieur qui avait une question sur les JO, vous pouvez soit prendre la parole, soit à l'écrit, on tâchera d'y répondre. Oui, allez-y. Si vous voulez. Donc, je suis Yves Beauchamp, le DSI de l'hôpital national des 15-20. J'avais été contacté la fin de l'année dernière par l'ARS, l'équipe de Bruno-Xual, Monsieur Tilly, Patrice Bijard, le haut fonctionnaire de défense, puisque notre établissement va être un des établissements de référence dans le cadre de l'organisation des JO Paris 2024. Et à ce titre, on devait bénéficier de tout un dispositif d'accompagnement à l'amélioration de notre capacité à gérer d'éventuelles crises cyber. Et puis, suite aux échanges qui avaient eu lieu à la fin de l'année dernière,
ce jour, je n'ai pas vu de nouvelles. Donc, je voulais savoir là si finalement l'initiative était, comment dire, n'avait pas de suite, si il y avait éventuellement pour les établissements impliqués dans l'organisation des JO 2024 autre chose que le dispositif d'appel à projet que vous nous avez présenté aujourd'hui. Je ne sais pas si à l'ARS ou M. Tilly, vous avez plus d'éléments à ce niveau-là. Rémi, je te laisse compléter. Jordan, je peux prendre la main? Vas-y, je t'en prie. Bonjour Yves. Bonjour. Oui, donc on s'est connus. Merci beaucoup pour ta question. Côté ARS, de ma part, en ce qui nous concerne, je reviens vers toi. Je vais poser la question à Bruno Sual. Je ne sais pas si Rémi, tu as des compléments, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui sont déjà enclenchées là-dedans, sur ça. Alors, du côté budgétaire, moi, j'ai pas plus d'informations que ça, hein. Nous, on est là pour, on est là. Cézanne a son offre de services cyber qui est à la disposition de l'ensemble des établissements de la région, sanitaires ou médico-sociales. Après, les aides financières, pour le coup, moi, là, j'ai pas la main dessus. Donc, nous, on est là pour proposer les services. À ma connaissance, aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de retour non plus sur un budget spécifique JO 2024 qui viendrait aider les établissements à souscrire à nos Non, services. mais ce n'était pas un sujet de budget ou de financement. Ce qui a été proposé par Patrice Bijard, si vous vous souvenez de notre échange, c'est que les établissements, notamment ceux de la PHP, de la Seine-Saint-Denis et nous pour l'ophtalmologie, on bénéficie de tout un, comment dire, un contexte, une démarche, un accompagnement pour renforcer notre capacité à nous protéger, à gérer une cybercrise. Et tout ça devait s'échelonner sur une série d'initiatives et d'opérations à planifier sur 2023 et le début de l'année 2024. Donc, moi, je voulais savoir simplement si ce chantier-là avait encore de la consistance, parce que je vais, comment dire, de mon côté, je ne vais pas faire le même type d'exercice dans plusieurs cadres différents, quoi. Donc, ou bien je le fais dans un cadre coordonné HFDS, ARS, dans le contexte des JO 2024, avec les établissements qui sont concernés par ce contexte particulier, ou bien ce qui avait été évoqué il y a maintenant 4-5 mois n'est plus d'actualité et je passe à autre chose. L'idée, c'était, ce n'est pas l'occasion de parler de ça, on pourra en parler après. Je t'invite à me contacter. Si je pense que si tu dis bien, il faut que je me renseigne auprès de notre direction. L'idée, c'était de monter un pilotage. Comment ? En fait, devenir pilote pour en faire un rétex. Non, c'est que le HFDS, donc le ministère, oui. et vous aviez le projet de construire un plan d'accompagnement dédié aux établissements concernés par les JO. En fait, je te réponds. Donc, tous les établissements sont concernés par les JO. Il n'y a pas que vous. Mais si à un moment donné, tu as une information sur laquelle on cible certains établissements, je te conseille de te mettre en contact avec moi. Et je vous remonte l'information pour avancer dessus. Mais tous les établissements sont concernés par la vulnérabilité d'une attaque cyber. Donc, c'est bien là l'objet de ce webinaire. Mais je t'invite tu peux me donner ton mail, mail par les chats et je t'écris là. Ok, merci. Ok, je regarde en parallèle si on a d'autres questions. Donc, tous les établissements sanitaires sont concernés et éligibles, hein, quel que soit le statut. On avait une question sur l'OPSIES. Oui, donc oui, c'est le lien que vous avez envoyé, donc c'est au sein de l'OSIS. Donc, tout à fait. Donc peut-être pour finir sur cette slide, donc vous l'avez compris, jusqu'à 4 000 €.
J'insiste sur un point important, bien transmettre dès la candidature, et si vous ne le faites pas, on ne pourra pas valider le dossier, bien fournir dès la candidature le bon de commande du prestataire. Donc encore une fois, si vous postulez, si vous souhaitez candidater dès aujourd'hui, il faudra que vous ayez à votre disposition le bon de commande du prestataire de votre choix. Voilà. Donc il y a nécessairement un petit délai si vous n'avez pas prévu ce point dès à présent pour que vous puissiez candidater. Et la dernière chose importante à préciser, c'est que l'ARS, elle procédera au remboursement une fois que vous avez joint la facture, donc une fois que vous avez payé votre prestataire. Voilà. Ensuite, ce qu'on a précisé là dans la slide, bon, c'est un détail, hein, mais sur les modalités de candidature. Donc, il faudra que vous renseigniez aussi pour information la date prévisionnelle de l'exercice. Naturellement, le montant de la commande, hein, selon ce que le prestataire vous a transmis et que vous avez accepté. Et puis, on vous demandera de joindre à l'appui du bon de commande la fameuse grille d'auto-évaluation, donc avec le positionnement sur le kit 1, 2 ou 3. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je vois une question, Thierry Richard, quel est le coût moyen de la prestation? Alors tout à l'heure, Rémi vous donnait quelques chiffres. Donc nous, si on a fixé à 4 000 € maximum, c'est que on voulait couvrir à peu près toutes les éventualités. Ce que Rémi évoquait tout à l'heure, c'était en passant par le Cézanne, sauf erreur, si vous étiez sur un kit 3, donc le plus avancé, vous seriez à peu près autour de 4 000 €. Donc, en fait, dans tous les cas, vous serez couvert à 100% ou quasi 100%. Et le coût moyen de la prestation, je ne sais pas, Rémi, mais sous tout contrôle, peut-être 2 500 €, quelque chose comme ça, 3 000 €. Non, mais après, voilà, sur l'animation, ça dépend effectivement alors, sur l'animation des kits ANS, donc là, on est effectivement, voilà, pour faire simple, à 2 000 pour le kit débutant, 3 000 pour le kit intermédiaire et 4 000 pour le kit expérimenté. Pour les autres exercices, donc les exercices sur mesure, vraiment où le prestataire prend en compte la situation de l'établissement et travaille avec l'établissement pour préparer un exercice vraiment dédié, on est plutôt autour de 10 000 € l'exercice, donc sur lequel vous pouvez être financé, mais à hauteur de 4 000 €. Donc il y aura un reste à charge. Et après, pour les autres prestataires, c'est extrêmement variable, hein. Je sais qu'à la CAIH, voilà, c'est un peu plus cher que ce que nous, on a au travers de notre marché. Il y a d'autres prestataires qui font des montants sensiblement équivalents, c'est ce que j'ai vu passer. Voilà, mais bon, déjà, si c'est pour faire un premier exercice, sur le kit ANS avancé, ça donne déjà une bonne base de travail. Et pour le coup, ça vous coûtera quasiment rien pour cette année. Après, sur les années à venir, voilà, il n'est pas évident que l'appel à projet soit renouvelé et qu'on ait les fonds nationaux pour pouvoir continuer à promouvoir ces actions-là. Monsieur Savary nous dit qu'il a reçu un devis pour le kit 1 plutôt autour de 4 000 €. Donc voilà, en fait, comme le disait Rémi, tout dépend de par quel prestataire ou quelle centrale vous passez. Par le Cézanne, vous avez des tarifs qui sont plutôt avantageux. C'est possible aussi par d'autres, hein, à vous de voir, mais bon, c'est pas exclu que ce soit plus cher. En l'occurrence, si vous êtes pour le kit 1 autour de 4K, les 4K, l'agence les prendra en charge. Voilà. Ok, donc si vous deviez retenir une chose, vraiment, donc le lien pour postuler, il est d'ores et déjà disponible, donc n'hésitez pas à aller voir et à postuler. Et la deuxième chose, veillez à solliciter votre centrale ou le prestataire de votre choix dès à présent pour qu'il puisse vous transmettre un bon de commande et que vous puissiez finaliser l'instruction, enfin finaliser la candidature, pardon. Et nous, on s'engage à aller très vite dans l'instruction pour pouvoir conventionner et pour que l'on puisse valider, voilà, vous valider formellement qu'on prend à notre charge le montant jusqu'à 4 000 €. On vous a remis ici ce à quoi ressemble… Oui, il y a au moins une main levée dans le… Ah, je ne le vois pas, pardon. Alors, allez-y, monsieur ou madame. Oui, bonjour. Donc, du coup, c'est Boris Simonin. Je suis l'adjoint au DSI de l'intercommunal de Créteil de Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que l'appel à projet, il est a posteriori? Parce que sur l'intercommunal de Créteil, on vient de faire l'exercice. Et à Villeneuve-Saint-Georges, ce sera la semaine prochaine.
Donc voilà, je veux savoir si on pouvait quand même bénéficier de cet appel à projet ou non. Oui, oui, oui. Alors, du moment que ça rentre bien dans la thématique qui est exercice de continuité d'activité Oui, oui. et que vous avez quelque chose de tout à fait récent, oui, oui, on peut le prendre en charge dans la limite des 4 000 €. Ok, très bien, merci. Je vous en prie. Donc oui, je le disais sur la slide qui s'affiche à l'écran, on vous a remis le visuel sur ce à quoi ressemble l'OBSES, donc l'observatoire, via OSIS, avec un exemple de quelques questions. Encore une fois, je pense pour la plupart, il est déjà renseigné, il s'agit entre guillemets simplement de le mettre à jour. Voilà. Donc ça prendra pas, je crois, beaucoup de temps, mais c'est important et c'est pour ça qu'on l'a mis comme condition, nous, au titre de l'appel à projet, pour pouvoir valider votre candidature. Je propose qu'on avance. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions sur le sujet, à continuer de les poser. Je me tiens, moi, à votre disposition, donc encore une fois pendant l'échange, mais après, donc vous avez mon contact, hein. Pour l'appel à projet, n'hésitez pas à me solliciter, même si vous avez des questions, même si c'est des choses qu'on a déjà dites, je suis à votre disposition. Voilà. Pour enchaîner, on avait prévu un petit point sur les audits avant de rappeler l'offre de service de Cézanne, et je te redonne la main, Rémi. Donc, des audits donc pour les opérateurs de services essentiels, donc qui sont proposés par l'ANSSI et l'ANS. Hein, donc ceux de l'ANSSI, donc l'audit ADS, un audit Active Directory, qui va vous permettre d'identifier un niveau de sécurité sur lequel est positionné votre Active Directory, votre annuaire, puisque les attaques, quand elles se propagent, elles passent systématiquement par l'Active Directory et une élévation de privilèges. Donc, plus l'Active Directory est protégé, moins les attaques ont de chances de réussir, ou en tout cas de se répandre trop loin dans le système d'information. Et donc, il y a le lien qui vous est indiqué, hein, pour lancer la procédure d'inscription, donc club RSSI, rie.gouv.fr. Ces audits ADS, donc Active Directory et Silène, qui est un audit de cybersurveillance, sont obligatoires pour les OSE. Voilà, on peut passer aux slides suivantes. Et donc pour l'ANS, donc également donc un audit de cybersurveillance et un audit de messagerie. Donc c'est pour tous les établissements de santé. Donc il suffit de demander la réalisation d'un audit de cybersurveillance et de s'adresser. Le plus simple, c'est de s'adresser par mail à cyberveille@isanté.gouv.fr. Et normalement, ils vous répondent assez rapidement. La messagerie, en fin de compte, ça permet de vérifier que la configuration de votre messagerie est bien faite pour éviter la réception de fichiers malveillants. Et voilà, qu'il y ait bien une détection qui est faite à ce niveau-là et qu'on n'est pas en capacité, enfin, un hacker n'est pas en capacité d'usurper une adresse mail avec le nom du site. Voilà, un petit rappel, voilà, sur des. Donc vous aurez tous les liens dans le support qui vous sera transmis, mais voilà, c'est une petite synthèse des ressources disponibles, donc avec les kits de sensibilisation, hein, la protection d'un ICI, ça passe par l'utilisateur en premier. Un rappel donc du site Cyberveille Santé avec les alertes qui sont lancées, une newsletter Cézanne, donc sur la partie cyber, hein, qui est réalisée chaque mois. Et puis voilà, quelques autres liens utiles sur de la sensibilisation, des règles de base ou des réflexes à avoir lors de la réception d'un courriel, et ce sur quoi nous on sensibilise aussi au travers de nos tests de phishing. L'offre Cézanne, on la représentera aussi le 18 avril, hein, lors de la journée cyber en Ile-de-France, puisqu'elle va évoluer. Mais donc, voilà, la mission, c'est de toute façon de renforcer la cybersécurité des ES et des ESMS. Hein, ça s'adresse aussi au médico-social. On anime donc une communauté RSSI santé régionale, puisqu'on a un réseau de RSSI qui aujourd'hui regroupe une centaine de RSSI de la région.
et qui nous permet d'échanger directement avec eux et qui leur permet aussi d'échanger entre eux sur des problématiques qui leur sont propres. Et puis, on mutualise aussi des solutions régionales, donc au service des établissements de la région. Donc, une offre globale, ça c'est une page qui est extraite de notre réseau communautaire, notre réseau TimeSpot, avec donc de l'accompagnement au pilotage de la SSI, donc travailler sur des sujets assez basiques qui n'améliorent pas en soi de la sécurité, mais qui sont quand même nécessaires. Typiquement une politique de sécurité, des chartes utilisateurs, des chartes administrateurs. On a des solutions de détection et de protection. On a un outil de cybersurveillance en 24/7 qui permet donc d'analyser en permanence votre exposition sur Internet et donc de vous remonter des failles qui seraient détectées. De l'accompagnement à la gestion de crise, ça, on en a parlé, et puis de la sensibilisation donc au travers de webinaires. Alors, ceux-ci qui sont ouverts à tout le monde, mais on a des webinaires aussi qui sont réservés à nos adhérents sur des sujets un peu plus techniques. Alors, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc là, j'ai juste redétaillé un petit peu ce qu'il y a derrière ces 4 éléments aujourd'hui, donc pilotage, détection, protection, gestion de crise, sensibilisation. On va les retrouver dans notre nouvelle offre, ça sera structuré de façon plus simplifiée, voilà, pour que tout le monde ait une meilleure lecture de ces éléments-là. Voilà, dans la partie détection, protection, on a également un scanner de vulnérabilité qu'on propose à l'ensemble de nos adhérents pour que eux puissent exercer leur scan de vulnérabilité en interne et donc identifier les serveurs ou les éléments qui ne seraient pas à jour. Et puis voilà, sur la sensibilisation, voilà des affiches, des vidéos quiz, tests de phishing, d'escape game aussi qu'on propose pour avoir des modes de sensibilisation un petit peu différents qui permettent de mieux faire passer les messages. Bon, après, on est arrivé au bout, on arrive aux annexes. Donc, c'est peut-être pas intéressant pour vous. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez partager soit à l'oral, soit par écrit, en complément de ce qui a déjà été dit? S'il n'y en a pas, peut-être juste repasser les deux messages principaux de ce webinaire. Le premier, donc le 18 avril, vous avez la journée cyber Île-de-France qui est organisée. Donc, c'est en présentiel et on vous a mis dans le chat le lien si vous souhaitez vous inscrire. N'hésitez pas à le faire. Et le deuxième point, c'est cet appel à projet qui vous permet d'être financé pour la réalisation d'exercices de continuité d'activité dans la limite de 4 000 € par l'ARS. Donc, encore une fois, vous avez aussi le lien. On vous transmettra toutes les infos avec le replay et les slides. Et n'hésitez pas, on attend que vous vous mobilisiez sur le sujet. Je vois une question. Désolé, c'est la question que j'ai été posée, mais oui, la présentation, oui, on vous l'enverra avec le replay aussi vidéo si vous le souhaitez. Vous aurez toutes les infos. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'à la fois côté agence ou Cézanne, vous souhaitiez compléter? Non, côté Cézanne, comme je l'ai remis là dans le fil de discussion, si vous avez n'importe quelle question donc, concernant la cyber en santé, c'est ssi@cezanne.fr et on vous répondra systématiquement. Et de mon côté, juste comme l'a dit Jordan et Rémi, merci. Et n'hésitez pas à la suite de ce webinaire d'aller sur les sites de démarche simplifiée et de commencer votre candidature. Si cette semaine, on peut avoir 30 établissements de plus, on sera très content parce qu'on souhaite vous accompagner dans les meilleures conditions. Donc, en plus on candidate vite, plus on pourra organiser tout ce qu'on vient d'être présenté. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Johan. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. C'est qu'on a été clair, on a réussi à tenir le timing. Encore une fois, on vous partage dans un mail dans les jours à venir le replay, le support, et vous avez nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Merci à tous pour votre venue, vos questions. On reste en contact, on est à votre disposition. Merci beaucoup, à bientôt.